Donc maintenant, nous allons rester dans la cornée avec le professeur Éric Gabizon qui va nous parler des greffes de cornée en 2019. Alors la greffe de cornée, c'est un domaine qui a beaucoup évolué. Vous avez vu tout à l'heure que, d'ailleurs les questions ont été posées, Nassim Boueraoua nous propose de neurotiser la cornée pour rendre en quelque sorte le jardin cultivable. C'est-à-dire que pour qu'une cornée puisse être greffée, donc quand la cornée est normalement énervée, eh bien à ce moment-là, Éric Gabizon arrive et va nous présenter des nouvelles modalités de ces greffes de cornée en 2019. Je vous remercie pour l'invitation de professeur Pareil et professeur Laroche pour cette invitation sur un sujet qui est passionnant. On a changé toutes nos techniques chirurgicales au cours des dernières années. On va aller assez rapidement sur la cornée. Donc la cornée, c'est le verre de montre de l'œil. C'est la structure transparente qui est le premier dioptre oculaire et régulier de l'œil. Et il est constitué essentiellement de trois compartiments. L'épiderme, l'épithélium, on appelle ça. Le derme, le stroma cornéen. Il y a une couche postérieure qu'on appelle l'endothélium, qui est une couche très particulière parce qu'elle ne fait que 10 microns d'épaisseur. Et surtout, c'est les cellules les plus fragiles de la cornée qui sont généralement la première cause de rejet alors de greffe de cornée. Que l'on essaye de respecter au maximum dans les indications. Historiquement, c'est au 19e siècle qu'on a le plus réfléchi aux greffes de cornée. C'était généralement au départ des expérimentations animales, puis des xénogreffes qui ont été des échecs. Et à la fin du 19e, von Hippel invente un traitement circulaire qui sera utilisé ultérieurement au début du 20e siècle par un ophtalmologiste de Prague, qui est Eduard Zier, qui a réalisé la première greffe transfixiante, d'ailleurs de pleine épaisseur, en 1906. Donc c'est le premier succès chez l'homme. Et ensuite, il a fallu attendre presque 50 ans pour de nouveau utiliser des kératoplasties transfixiantes, parce que très souvent, il y avait des échecs liés au rejet, aux infections, et donc la greffe lamellaire a pris le dessus pour la toute première partie du XXe siècle. Ce n'est qu'après l'évolution des antibiotiques, des antirejets, qu'on est retourné vers la kératoplastie transfixiante, parce que l'absence d'interface dans la kératoplastie transfixiante, c'est-à-dire de pleine épaisseur, améliorait le pronostic visuel. Donc ça constitue, la greffe transfixiante, ça correspond à changer les 8 mm centraux d'une cornée pour les remplacer par une cornée de donneur, donc une suture avec un pic de 10,0. Les indications majeures sont les opacités du stroma cornéen, les déformations et les œdèmes. Donc on peut combiner ce type de chirurgie avec des chirurgies de la cataracte. Ici on voit assez ouvert, puisqu'on n'a plus accès à l'intérieur de l'œil, donc on remplace le cristallin. On peut, dans les traumas importants, changer la cornée et remplacer l'iris et le cristallin. Et dans les brûlures sévères, on peut même faire des greffes de membrane amniotique combinées à des greffes de cellules souches qui permettent de rendre une transparence cornéenne à des greffons qui, s'ils avaient été réalisés sans greffe de cellules souches, seraient opaques. Ça, c'était l'ère des kératoplasties où on changeait 100% de la cornée. Au cours des dernières années, on voit que le nombre de kératoplasties n'a pas trop évolué, mais par contre le nombre de kératoplasties transfixiantes, c'est-à-dire de pleine épaisseur, a diminué. Et pourquoi? Parce qu'au cours des dernières années, les greffes lamellaires ont pris le dessus, donc de nouveau, on s'intéresse aux greffes lamellaires. On est arrivé à changer nos indications et on essaye aujourd'hui de remplacer de manière sélective chacun des compartiments de la cornée. Dans les pathologies antérieures de l'œil, de la cornée, on ne change que la partie antérieure. Dans les pathologies postérieures, on essaie de changer que la partie postérieure. Deux ophtalmos ont révolutionné ce type de greffe, le docteur Anvar de Dubaï et le docteur Mélès de Rotterdam. Et en fait, ils ont modifié une thérapeutique. Ici, on voit la greffe lamellaire antérieure profonde qui permet de changer 99% de l'épaisseur de la cornée en respectant la couche endothélienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la couche la plus précieuse et la plus rejetée. Et ici, le docteur Mélès a inventé une technique dans laquelle on allait garder 99% de la cornée du patient et ne changer que la partie postérieure, alors parfois un petit peu avec du stroma, mais parfois simplement avec l'endothélium cornéen. On va parler d'abord des greffes lamellaires antérieures profondes. Ils sont réalisés dans les déformations de la cornée ou dans les opacités pour lesquelles l'endothélium du patient est sain. Donc ça consiste à réaliser une dissection lamellaire antérieure, d'abord manuelle, puis d'injecter
sous pression de l'air dans le stroma cornéen. La particularité de cette injection d'air, c'est de pouvoir dissocier l'endothélium dont je vous ai parlé tout à l'heure, la couche la plus postérieure, du stroma cornéen. Et ça permet ensuite, avec des ciseaux, de réséquer 99% de la cornée en laissant, vous avez vu, les bulles d'air restent dans la chambre antérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 10 microns qui restent là et ensuite on fait la greffe de cornée. C'est une révolution parce que en fait, la couche la plus souvent rejetée, c'est la couche qu'on respecte. Et on garde la couche du patient, donc il y aura très peu de rejet et surtout une seule greffe à vie avec une absence d'interface irrégulière, donc le pronostic visuel est également amélioré. Dans les greffes lamellaires postérieures, on ne change que la partie postérieure, c'est-à-dire qu'on laisse 98% des 550 microns de la cornée, on va retirer 10 microns de la cornée du patient et remplacer par une couche d'un donneur. Ici, on a une greffe automatisée dans laquelle on va faire une résection avec un microkératome. On va gratter la partie postérieure de la cornée par une toute petite incision périphérique pour retirer l'endothélium pathologique du patient. Et ensuite, on va plier la petite lamelle de cornée qu'on va injecter dans l'œil et qu'on va déplier dans l'œil et repositionner à l'intérieur de l'œil. Repositionner à l'intérieur de l'œil. Donc une incision beaucoup plus petite, normalement c'était 360 degrés d'incision, là on n'a plus que 4-5 mm d'incision et un globe qui reste presque fermé. Ici, une autre révolution, c'est la greffe endothéliale pure. On ne va greffer que 10 microns de cornée. Donc ici, manuellement, on va décoller la couche de Descemet, la fameuse couche dont je vous ai parlé initialement. Et ensuite, on va injecter le petit rouleau de cellules dans l'œil. Donc là, on enlève l'endothélium de la cornée. Là, on a un petit canule qui va nous permettre d'injecter le rouleau. Et ici, on a le rouleau de cellules qui est déjà à l'intérieur de l'œil, qu'on a coloré artificiellement, et on va le déplier. Et ensuite, avec une bulle d'air, on vient plaquer à la face postérieure de la cornée cette petite couche de 10 microns. Là, on n'a plus une incision de 3-4 mm, on a une incision qui fait 1,8 mm. Et surtout, on n'a pas du tout fragilisé le globe, on l'a fragilisé de la même manière que l'on réalise aujourd'hui les chirurgies de la cataracte. C'est vraiment un truc aussi complètement révolutionnaire. Donc on partait des greffes pour lesquelles on changeait la totalité de la cornée avec une trentaine de points de suture. Donc là, il y a une diminution de risque de rejet, diminution de la iatrogénie, donc c'est vraiment une révolution. Deux exemples de patients post-opératoires. Si un ophtalmo n'est pas au courant que le patient a été greffé, on ne se rend pas compte, presque pas compte. Ici, dans les greffes lamellaires un petit peu plus épaisses, on se rend compte un petit peu, on voit le bord, et là on ne voit plus du tout. Des nouvelles technologies arrivent, et donc là, on a parlé tout à l'heure de tomographie par fluorescence optique, on peut inclure dans nos microscopes des OCT, des images en réalité augmentée, qui vont nous permettre d'améliorer la reproductibilité de nos gestes et de simplifier nos gestes. Dans les greffes lamellaires antérieures profondes, il y a deux étapes qui sont critiques. La première, c'est l'injection de la bulle d'air. Quand vous avez une cornée qui ne fait plus que 100 microns sur la face postérieure, sur la couche postérieure, et que vous voulez mettre une aiguille et injecter, il ne faut pas transpercer. Donc, si on peut avoir un aide lors de cette technique, et ensuite, ce sera lors de la dissection pour voir une couche qui ne fait plus que 10 microns et qui est transparente comme du cristal. Donc ici, vous avez des exemples d'injection de bulle d'air. Vous avez ici l'image, donc vous l'avez sur l'écran, mais moi je l'ai en réalité augmentée dans mes oculaires du microscope. On voit très bien qu'on arrive à apprécier l'endroit où je positionne. L'autre possibilité, c'est lorsque j'injecte la bulle d'air, est-ce que dans les cornées opaques comme celle-ci, par exemple, on a obtenu le décollement de la Descemet. Si je réinjecte de l'air dans une cornée qui a déjà eu un décollement, on peut faire éclater cette bulle. Dans ce cas, le pronostic, c'est le pronostic d'une greffe transversale. On voit très bien ici la bulle. Et ici, le détachement, vous avez la Descemet qui est là, alors que le stroma cornéen qu'on va retirer est là. Donc oui, ça nous aide. Ici, vous voyez ici la dernière étape dans laquelle on va retirer le stroma résiduel. Et vous voyez, au fur et à mesure que je réalise la dissection, on voit l'endothélium apparaître. Donc il n'y a plus que 10 microns. Donc si on a un peu la main lourde, on peut éclater ces 10 microns. Donc l'aide de l'OCT est très important car on augmente la précision de nos gestes. Dans les greffes lamellaires postérieures, en fait, je vous ai dit qu'on manipulait des lamelles qu'on ne voit presque pas à l'œil nu. Mais en fait, on voit ici que lorsqu'on réalise une greffe de type automatisé, donc c'est un peu plus épais, on voit le greffon qui va se déplier
naturellement à l'intérieur de l'œil avant qu'on le positionne ici. Le plus compliqué, c'est cette fameuse greffe endothéliale pour laquelle on ne greffe que 10 microns de cornée. Et en fait, l'essentiel est de l'insérer dans le bon sens. Si on la met à l'envers, c'est un échec total. Et donc, en fait, naturellement, on voit que les cellules endothéliales qui sont les plus flacieuses s'organisent en dehors du moule. Donc ici, par exemple, on voit très bien que le greffon est à l'envers. Il devrait avoir une périphérie dirigée vers la cornée. Ici, on voit que la périphérie est dirigée vers l'iris, donc le greffon est à l'envers. On va devoir le retourner. Ici, on voit très bien l'injection du greffon, et ici, on voit très bien qu'après injection labulaire, vous voyez ici, le greffon est là, vous allez voir la canule qui passe derrière, et le greffon qui se plaque. Vous voyez la canule, hop, vous allez voir le greffon qui monte. Voilà, on arrive à positionner le greffon qui ne fait que 10 microns à la face posteriore de la cornée, qu'on a ouvert que sur 1,8 mm. Il y a certains patients pour lesquels il y a tellement d'œdème qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux le greffon. Et si vous voyez que grâce à l'OCT, on arrive à voir l'orientation du greffon, on arrive à le déplier sans le voir à l'œil. On le fait à la manière d'une célioscopie. Et donc on voit très bien, ici c'est un patient qui avait une kératite herpétique pour laquelle je ne voulais pas faire de greffe transfixiante pour les raisons qu'on vous a évoquées sur le risque d'ulcération si on trépane, si on coupe complètement la cornée. Donc en faisant une toute petite incision, on a une hypothèse qu'on serait moins agressif pour la cornée qui avait un trouble de la sensibilité. Ensuite, ça change nos indications. On a parlé des greffes transfixiantes, mais ces greffes transfixiantes, tous les 10 à 15 ans, on devait les changer. En cas d'échec de greffe transfixiante, après un rejet ou une décompensation, on peut maintenant ne changer que la partie qui s'est usée, que la partie des 10 microns postérieurs de l'endothélium. Et donc, grâce à ces chirurgies endothéliales pures, on arrive à prolonger la durée de vie de greffons qui ont parfois 15-20 ans. Ensuite, l'OCT, c'est-à-dire la possibilité d'examiner de manière très précise la cornée, peut nous améliorer nos dissections de la cornée. Ici, vous avez une pathologie qu'on appelle la dégénérescence marginale d'épilepsie, qui est en fait un amincissement cornéen périphérique. En fait, la cornée ne fait plus que quelques microns. Donc, si on voulait réaliser une dissection de cette zone très fine, ce serait très difficile. Donc, on a inventé une nouvelle technique chirurgicale dans laquelle on va découper une poche dans cette cornée et insérer une lamelle de cornée sous contrôle de l'OCT. Vous allez voir ici que grâce à l'OCT, on va faire la cartographie de la zone amincie. Ensuite, grâce à l'OCT, on va faire une dissection lamellaire, on va ouvrir la cornée en périphérie, donc créer une poche dans la cornée et insérer une lamelle de cornée. Donc on voit très bien la différence de forme entre le préopératoire et le post-opératoire, on va beaucoup plus régulier avec des améliorations. Donc là, c'est la technique chirurgicale, on insère. Et on positionne un greffon avec amélioration de l'astigmatisme. Donc c'est des techniques chirurgicales qu'on n'aura pas pu réaliser sans ces nouvelles technologies et qui, bon, c'est encore des indications, on va dire, confidentielles, mais on améliore nos techniques. Ensuite, en ophtalmologie, on est connu pour utiliser des lasers. Et donc, est-ce que le laser femtosecond, qu'on utilise très souvent dans la chirurgie réfractive, peut nous aider dans la réalisation de ces greffes lamellaires? Donc oui et non. Dans les découpes lamellaires, en fait, on voit que si on réalise des greffes expérimentales, on arrive à être très très précis. On peut, à quelques microns près, dire au laser de couper au milieu de la cornée. Ça, il n'y a aucun problème. Donc on voit ici une succession de découpes. On se rend compte aussi que la précision est importante. Par contre, plus on découpe profondément, plus les découpes sont irrégulières et on tombe dans les mêmes complications que les greffes lamellaires du début du XXe siècle. C'est-à-dire que les interfaces irrégulières donnent des mauvaises acuités visuelles, donc probablement des belles greffes, mais le patient ne pourrait pas voir. Donc, on a eu l'idée de modifier un peu les indications opératoires et donc de profiter de la précision du laser femtosecond pour découper des lamelles de cornée sur des cornées très fines. Mais on s'arrête, on ne va pas s'arrêter. Donc là, on va soulever la lamelle de cornée, injecter l'air sous pression, découper, donc décoller la partie la plus précieuse dont je vous ai parlé, l'endothélium, du stroma cornéen, et après, de nouveau retourner sous le laser. Et sous le laser, en fait, donc là c'est la première découpe, sous le laser, demander au laser de couper verticalement le reste du stroma. Donc ça accélère énormément la technique, et donc vous allez voir ici, en théorie, expérimentalement, on voit la desmette qui est décollée après l'injection de la bulle d'air. Et dans un deuxième temps, je vais simplement décoller, une fois que le laser a découpé le stroma artériel, je décolle et on voit que ici, il ne reste plus que la couche la plus postérieure de la cornée. Donc, améliorer la reproductibilité de techniques qui sont parfois longues et difficiles grâce au laser
et contourner les défauts du laser, et donc en utilisant l'injection labulaire décrite par en bas. Ici, vous voyez un patient après la deuxième découpe. Donc, on injecte un produit qui va décoller la décès, postérieure. Ensuite, il y a juste à retirer le strument. Là, il y a une petite collerette, donc je vais la résister manuellement, mais ça accélère grandement et surtout la précision est plus importante. Donc les avantages du laser, c'est la précision, la reproductibilité, la rapidité, mais par contre, on n'a pas encore démontré l'augmentation de la stabilité, à part certaines découpes qui peuvent être un peu améliorées. Les inconvénients, la difficulté de découpe de structures transparentes, le laser ne passe qu'à travers des structures qui sont transparentes. Si on a une opacité trop importante, il y aura des difficultés de découpe. Et comme je vous l'ai dit, il faut contourner le fait que plus une découpe est profonde, plus elle est irrégulière. Donc avec cette technique de double aplanation et de double technique, on a contourné cette difficulté. En 2019, j'ai essayé de vous montrer que jusqu'à la moitié du XXe siècle, on n'avait que des greffes lamellaires avec des interfaces irrégulières et des mauvaises récupérations visuelles. Pas beaucoup de risque de rejet, parce que lamellaire. Dans la deuxième partie du XXe siècle, on a fait des greffes transfixiantes grâce aux améliorations et aux avancées dans le domaine des antibiotiques et des anti-rejets, et grâce à des avancées vraiment de techniques chirurgicales pures, on est revenu aujourd'hui sur la prévalence des greffes lamellaires, et on est encore d'évaluation et de validation de nouvelles technologies qui viennent nous aider dans notre pratique quotidienne, mais comme je vous l'ai montré, au cours des 10 dernières années, on a changé toutes nos habitudes chirurgicales. Encore une fois, je remercie votre attention. Merci Eric, très belles images et très bon résumé de cette évolution plus que centenaire de la greffe de cornée. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Simplement sur le nombre de greffes que vous faites et puis aussi les résultats qu'on obtient, c'est-à-dire quelle fiabilité, quelles sont les principales complications? Oui, on n'a pas beaucoup parlé de complications ici. Donc en pratique, on doit faire à peu près 5000 greffes par an en France. Dans un service de cornée comme le service de M. Laroche, le nôtre, on fait à peu près 500 greffes par an, avec dans les greffes lamellaires antérieures profondes. Donc c'est grâce aux avancées du cross-linking dont on a parlé aujourd'hui, grâce aux avancées des lentilles de contact, on greffe de moins en moins les patients atteints de kératocone. Donc dans un grand service, entre guillemets, comme le nôtre, on ne fait plus que 40 greffes de cornée de type greffe lamellaire antérieure profonde dans le service, avec un taux de succès d'à peu près 95%. Donc on a 5% qui 95% à... Non, je parlais de réussite chirurgicale, de maintenir les 10 microns postérieurs, c'est-à-dire de réaliser jusqu'au bout la greffe lamellaire antérieure profonde. 5% de ces patients ont finalement des greffes transfixiantes, donc des greffes d'ancien régime. Sur ces 95% des patients qui ont eu la greffe lamellaire antérieure profonde, le suivi opératoire est presque simple par rapport à une greffe transfixiante, avec un retrait des anti-rejets beaucoup plus précoce, donc moins de risque de glaucome induit, moins de risque de cataracte induit, même si rien que la technique chirurgicale, le fait d'opérer un œil, ça entraîne une cataracte. J'ai des patients qui déjà avaient un risque de cataracte plus important que la moyenne. Après, dans les greffes lamellaires postérieures, le taux de succès, c'est presque plus de 95%, avec une survie de greffon. Le taux de rejet est assez bas, et il y a plus de 80% de succès à 2 ans de ces greffes lamellaires antérieures profondes. Là, je ne vous ai parlé que de greffes pour lesquelles le pronostic était bon, c'est-à-dire que je ne vous ai pas parlé de greffes inflammatoires, je ne vous ai pas parlé de greffes pour lesquelles la cornée n'était pas bien innervée, ou dans lesquelles la cornée était néovascularisée. Si vous prenez le pronostic de greffe avec des néovaisseaux cornéens, il est presque nul. D'accord. Donc il y a vraiment une grande discordance entre des greffes planifiées sur des pathologies non inflammatoires et des greffes parfois non planifiées sur des pathologies. Des greffes non planifiées sur des pathologies inflammatoires et des greffes planifiées dans des pathologies qui sont souvent des dystrophies. Donc en pratique, le taux de rejet est vraiment très bas. Vous savez que la greffe de cornée ne nécessite pas une suppression par voie systémique, ce qu'on appelle encore le privilège inhibitaire de la cornée, mais il y a une exception à ce privilège inhibitaire dès qu'il y a des vaisseaux ou dès qu'il y a de l'inflammation. Donc, Des
question académique aussi, est-ce que vous manquez de cornée? Est-ce que vous avez le même problème que les autres transplantations? Est-ce que vous manquez de cornée? C'est une très, très bonne question. Elle était presque plus d'actualité, cette question, il y a quelques années. Donc quand on programmait un patient pour une kératoplastie transfixiante, au bout de 3 à 6 mois, on arrivait à avoir des greffons. Avec l'augmentation des indications, il y a des patients qu'on n'aurait jamais opérés. Un patient avec 3/10 assez âgé, je ne dirais pas d'âge pour ne pas, mais assez âgé, avec une acuité visuelle encore à 3/10, sans gros œdème de cornée, mais avec une cataracte qui est invalide sur le plan de l'acuité visuelle, on l'aurait peut-être pas greffé en kératoplastie transfixiante. Maintenant, avec l'amélioration des techniques, le fait qu'on n'ait pas besoin d'endormir les patients, on augmente les indications et là, on commence à avoir des pédigreffes. Est-ce qu'à la limite, une cornée peut servir à 2 opérations, puisque vous la coupez en 2? J'étais en train d'attendre, et donc j'ai un patient qui m'a été adressé mardi pour une greffe en urgence. On a tous des délais un peu importants, et la semaine prochaine, j'ai une session de greffe lamellaire antérieure profonde, donc celle pour laquelle je vais garder l'endothélium. Donc j'ai demandé, comme tout le monde est paniqué à chaque fois que je veux rajouter un patient, j'ai dit, comme j'en ai 2 dans la même matinée, il y en aura au moins une des 2 que je vais réussir quand même avec un trou. D'accord? Et donc si j'en réussis au moins une des 2, je garderai l'endothélium pour greffer le patient. La réponse est oui. Est-ce que ça nous permet que vous nous rappeliez, parce qu'on n'est pas quand même au fait, vous aviez parlé qu'il n'y avait pas besoin d'immunosuppresseurs, Oui. pouvez-vous juste nous rappeler pouvez-vous juste nous rappeler les critères de choix de la greffe dans le système HLA ou autre, comment vous êtes organisé actuellement? Parce que ça, on n'est pas encore au fait tous les jours, si vous pouvez faire juste un peu. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a exceptionnellement, je pense qu'en 20 ans, j'ai jamais demandé une greffe HLA compatible, parce qu'il faudra peut-être 20 ans pour la recevoir. Donc au jour d'aujourd'hui, tout donneur, quel que soit son âge, à partir du moment où le nombre de cellules et la qualité du greffon est suffisamment importante, on peut la greffer. Il y a des études récentes qui ont montré que quand on fait ce qu'on appelle des greffes en sex mismatch, c'est-à-dire une femme qui reçoit une cornée d'homme, un homme qui reçoit une cornée de femme, il y aurait plus de rejet si une femme reçoit une cornée d'homme que si un homme reçoit une cornée de femme. C'est très très important ce genre de message. Moi je dis qu'il n'y a pas d'égalité. Le parent 1 et le parent 2, je crois que c'est un besoin. Bien, pas d'autres questions? Parfait.